Donc je voudrais commencer en vous racontant l'histoire vraie et méconnue d'un homme, un homme qui s'appelle Stanley Sedgwick. Donc cette histoire commence à Londres en 1942, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Stanley est un homme comme les autres, un homme ordinaire, il est employé dans une entreprise de comptabilité. Et tous les matins, dans le train qui l'amène à Londres au travail, il a l'habitude de commencer sa journée avec les mots croisés du Daily Telegraph. Stanley aime bien les mots croisés, il est particulièrement doué pour ça, et ça lui prend en général une dizaine de minutes pour remplir la grille du journal. C'est donc avec enthousiasme qu'en ce matin de janvier 1942, il découvre que son journal organise un concours de mots croisés. Il se rend donc le jour venu à l'adresse indiquée par l'annonce, retrouve une trentaine d'autres candidats et des organisateurs très sérieux qui leur donnent à tous une grille, cette grille, à remplir en moins de 12 minutes. Quelques personnes y arrivent et à un mot près, Stanley échoue et rentre chez lui déçu. Cependant, sa performance n'est pas passée inaperçue, puisque quelques semaines plus tard, Stanley reçoit par la poste un courrier très officiel de son gouvernement, comportant des mentions comme « confidentiel » ou « sécurité nationale ». Et à partir de là, sa vie va changer radicalement. De comptable, Stanley va devenir cryptographe. Il va aller travailler pour les services secrets britanniques au sein de la station X, dirigée entre autres par un des pères de l'informatique, Alan Turing, que vous connaissez sans doute. Et son travail va consister à déchiffrer les messages de l'armée allemande, encryptés par la machine Enigma. Et donc l'aboutissement de travail de Stanley, de Turing, de Hugh Alexander, qui est aussi le chef cryptographe de cette section particulière des services secrets anglais, ce travail va aboutir, selon les historiens, à réduire de plusieurs années la durée de la Seconde Guerre mondiale et à sauver des millions de vies. Donc si je vous raconte cette anecdote pour commencer, c'est pour deux raisons. La première, c'est un peu une histoire de jalousie. Parce que cet homme, Stanley Sedgwick, pour la seule et unique raison qu'il était doué pour un jeu, a été invité à participer à l'histoire. Alors que moi, qui ai consacré ma vie au jeu, et qui a notamment passé les 10 dernières années à essayer de devenir le meilleur joueur de poker possible, le seul courrier que j'ai reçu de mon gouvernement fut celui me notifiant mon contrôle fiscal. Bon. Donc, la deuxième raison, c'est que, en revanche, cette anecdote marque le début d'une relation très particulière entre l'homme, le jeu et la machine, et c'est le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Donc, je suis joueur de poker, et j'aurais beaucoup de choses à dire sur le poker, mais j'ai décidé de retenir un aspect en particulier pour aujourd'hui, c'est l'aspect très fédérateur du poker. En effet, les enjeux financiers sont tels qu'on retrouve à un moment ou à un autre autour du tapis vert l'élite de tous les jeux d'esprit du monde entier. Et c'est ainsi qu'il y a de nombreuses années, j'ai fait la connaissance d'un couple pas comme les autres. Donc je vous présente Laurent et Almira, joueurs de poker, mais aussi et surtout grands maîtres internationaux du jeu d'échecs, plusieurs fois champions de France chacun, un palmarès trop long pour être évoqué ici. Et donc quand j'ai commencé à les fréquenter, j'avais en tête un désir secret qui était de les surprendre en train d'avoir une discussion technique sur une de leurs parties. Puisque déjà, je suis fasciné par le jargon dans le milieu des jeux, et je voulais savoir comment ils réfléchissent. Et les joueurs de poker adorent discuter stratégie entre eux. Donc je voulais voir à quoi ça ressemblait au niveau des grands joueurs d'échecs. Et la réponse que j'ai obtenue, puisqu'au bout d'un moment j'ai craqué, ne les entendant jamais parler d'échecs entre eux, j'ai fini par venir leur poser la question directement. Laurent, Almira, expliquez-moi, pourquoi ne parlez-vous jamais d'échecs entre vous? Et la réponse n'est pas celle que j'attendais. La réponse était la suivante. On pourrait, mais aujourd'hui, c'est tout simplement beaucoup plus simple d'allumer l'ordinateur. Et donc, je savais qu'en 1997, un superordinateur Deep Blue conçu par IBM avait vaincu Garry Kasparov, alors champion du monde d'échecs. Ce que j'ignorais, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Et donc, pour explorer un peu ce qui s'est passé depuis, je vais vous proposer un jeu que j'appelle « L'homme contre la machine ». Et donc, voilà comment ça marche. Je vais vous proposer une liste de 7 jeux
Et dans ces 7 jeux, on va faire s'opposer le meilleur joueur de l'histoire de l'humanité contre le meilleur programme informatique. Et on discutera du score. Donc, la liste des 7 jeux, le tic-tac-toe, donc pour rappel, c'est le morpion sur une grille en 3x3, le jeu de dames, le backgammon, le jeu d'échecs, le Jeopardy, le poker et le Go. Alors, on va faire un sondage rapide. Qui pense que c'est 7-0 pour l'homme? Personne. 6-1 pour l'homme? Personne. 5-2 pour l'homme? Quelques mains. 4-3 pour l'homme? Un petit peu plus de mains. 4-3 pour la machine? Beaucoup plus de mains. 5-2 pour la machine? Une majorité de mains. 6-1 pour la machine? Encore pas mal. Et 7-0 pour la machine? Quelques mains. Alors, je vous remercie. Donc, avant de vous donner le score final, je vais parler des 3 étapes par lesquelles passe tout programme informatique qui s'attaque au problème d'un jeu. Donc la première étape, c'est celle de la conception. Il faut évidemment que le programme soit capable de disputer une partie du début à la fin. La deuxième étape, c'est celle de la progression. Donc il y a 2 facteurs qui rentrent en compte à ce moment-là, l'augmentation de la puissance de calcul des processeurs, d'un côté, et de l'autre, l'augmentation de la qualité des algorithmes qui composent le programme. Et donc cette progression se poursuit jusqu'au point où le programme dépasse en compétence le meilleur joueur humain. Et il existe une 3e étape, qui est celle de la résolution. Et donc ça, la résolution se produit quand le programme a fait le tour de l'intégralité des positions possibles à l'intérieur du jeu, et que donc, à partir de maintenant, il est capable de déterminer un chemin jusqu'à la victoire de manière systématique, et il joue donc parfaitement. Alors maintenant, revenons sur les 7 jeux que j'ai listés. Le tic-tac-toe, jeu résolu depuis longtemps, à la fois par l'homme et par la machine, c'est donc un match nul. Le jeu de dames, jeu également résolu depuis le début des années 80. Donc la machine sait jouer parfaitement aux dames et gagne systématiquement contre l'homme. Au backgammon, le jeu n'est pas résolu encore, mais les logiciels sont très supérieurs à l'homme. Et c'est la même chose aux échecs, avec une différence majeure par rapport à Deep Blue, c'est que désormais, un logiciel d'échecs performant qui tourne sur votre téléphone portable a un niveau supérieur à celui du champion du monde. Donc victoire de la machine une fois de plus, sans appel. Au Jeopardy, vous avez peut-être vu les vidéos sur Internet de l'intelligence artificielle Watson, encore un produit d'IBM, affronter les meilleurs joueurs humains de Jeopardy et les écraser sans problème. Victoire à nouveau de la machine. Au poker, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'au poker, il existe une multitude de variantes, et elles ne sont pas toutes au même degré d'avancement. Il y a une variante qui est considérée comme résolue, et d'autres variantes où la machine commence à bien jouer, mais n'est pas encore à la hauteur de l'homme. Donc c'est l'homme qui gagne au poker d'une manière globale. Quant au Go, c'est un des rares jeux qui résiste encore à la machine. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un prix d'1 million de dollars pour celui qui concevra une intelligence artificielle de Go qui battra le champion du monde. Donc le score final, 4,5 à 2,5, donc j'accepte les 4-3 et 5-2. Victoire de la machine. Alors pour mettre ce score en perspective rapidement, il y a 20 ans, le score était inversé. Il y a 50 ans, c'était 7-0 pour l'homme, enfin 6,5, 0,5. Et dans 10 ans, les experts estiment que ça sera l'inverse. Donc la machine qui gagnera sur tous les plans. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que donc, on découvre maintenant pourquoi les joueurs d'échecs ne parlent pas de stratégie entre eux, ou en tout cas plus de stratégie entre eux. Contrairement aux joueurs de poker, c'est que leur jeu a atteint un stade de maturité supérieur. La technologie a rendu leur jeu, a fait se déplacer leur jeu dans une autre sphère, et désormais, les joueurs d'échecs sont passés de la spéculation à la certitude, ou du moins à la quasi-certitude. Et je ne vous le cache pas, l'industrie du jeu voit ça comme un problème majeur, puisque évidemment, cela pose tout un tas de problèmes de situations de triche assistée par ordinateur, quel que soit le jeu, à partir du moment où le jeu est au moins au stade 2. Néanmoins, je choisis, moi, de voir ce problème comme une opportunité. Et je vais vous la présenter de la manière suivante. L'opportunité, c'est qu'il y a une dynamique très particulière qui émerge de tout ça. Et cette dynamique se représente de cette façon. Tout d'abord, l'homme tend la main à la machine pour l'amener à son niveau.
Puis la machine s'élève par elle-même, certes avec notre aide au départ, mais par elle-même, elle s'élève à un niveau bien supérieur pour ensuite, à son tour, nous tendre la main et nous amener à son niveau. Et ça, c'est quelque chose de très spécial, puisque si je ne m'abuse, c'est la première fois dans l'histoire de notre espèce que nous avons ce genre de rapport cognitif immédiat avec une forme d'intelligence supérieure, dans une activité qui n'est pas une activité purement mathématique, qui est une activité sociale, le jeu. Et c'est donc une grande source d'apprentissage, puisque ça a été démontré que les joueurs d'échecs d'aujourd'hui et les joueurs d'ailleurs de tous les jeux qui sont au moins au stade 2 sont d'un niveau bien, bien supérieur à ce qu'ils avaient pu être dans les années précédant le stade 2. Puisqu'ils ont à leur disposition, 24 heures sur 24, un coach infatigable, d'un niveau technique supérieur à celui du champion du monde, et qui leur donne du feedback immédiat et punit impitoyablement la moindre erreur. Un des meilleurs moyens de progresser. Et si vous voulez quelque chose de plus imagé et de plus romantique, je repense à cette citation que j'aime bien de Cyrano de Bergerac, quand Edmond Rostand fait dire à son personnage « 7 moyens imaginaires d'aller sur la Lune ». Voici ce qu'il dit à propos du 6e. « Enfin, me plaçant sur un plateau de fer, prendre un morceau d'aimant et le lancer en l'air. Ça, c'est un bon moyen. Le fer se précipite alors que l'aimant s'envole à sa poursuite. On relance l'aimant bien vite et qu'à des 10, on peut monter ainsi indéfiniment. » Donc, il y a dans cette citation l'idée du mouvement perpétuel, l'idée d'un cycle d'auto-amélioration permanent. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce rapport entre l'homme, le jeu et la machine. Et vous vous demandez sans doute pourquoi je vous parle de tout ça depuis tout à l'heure. Eh bien, la raison est la suivante, je suis convaincu que ce modèle que je viens d'exposer, ce modèle de progression qui s'auto-entretient, peut être dupliqué et peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. Et pour cela, il faut que je parle rapidement de ce qui est en train de se passer dans le milieu du jeu vidéo. J'ai choisi 2 images pour vous montrer ce qui se passe en ce moment dans le milieu du jeu vidéo. Et la première, c'est la suivante, la finale du championnat du monde de League of Legends, à Los Angeles, au Staples Center, là où jouent habituellement les Lakers. Donc 15 000 personnes dans le stade, 10 millions de personnes qui regardent sur Internet. Et la deuxième image, c'est une image issue d'un jeu qui s'appelle Minecraft, où donc le but est de construire des environnements à partir de cubes. Et un groupe de joueurs a décidé de reconstituer intégralement la ville imaginaire de King's Landing, pour ceux qui connaissent la série Game of Thrones, c'est la capitale. Je vous laisse imaginer le nombre d'heures de travail qui est derrière cette image. Et il y a 3 autres aspects qui font partie intégrante de ce qu'est un jeu, et en particulier un jeu vidéo, qui sont importants. Le premier, c'est ce rapport cognitif très spécial qui se développe entre l'homme et le jeu qu'il pratique avec intensité. En effet, presque comme un musicien qui finirait par jouer sans partition, le joueur finit par jouer sans réfléchir consciemment, et donc développe une forme de compétence instantanée et instinctive qui est aux limites de ce qu'est capable de faire l'être humain. On pense évidemment aux joueurs d'échecs qui font des simultanés contre 30 ou 40 adversaires. Dans le poker en ligne que je connais mieux, on appelle ça le multitabling, la capacité à jouer plusieurs tables de poker en même temps. Mon record personnel se situe autour d'une 40aine, mais il y a des joueurs qui sont capables de faire bien plus encore. Et donc ça apporte la compétence. Il y a également dans le jeu une absence de conséquences. Si on enlève tout le côté compétition, ou le côté financier s'il y en a un, jouer n'a pas d'incidence sur le monde réel. Quand on joue, on essaye quelque chose, et si on perd, c'est pas grave. Et donc ça permet ce que j'appelle le courage, qui est en fait une forme de détachement par rapport au risque. Et enfin, la notion centrale dans le jeu, c'est la notion de plaisir. Et aujourd'hui, la capacité des sociétés qui conçoivent des jeux vidéo à faire des jeux de qualité sur n'importe quel thème a été prouvée et démontrée de multiples fois. Et c'est ça qui motive les joueurs, ce plaisir qu'ils ressentent en permanence. Et donc nous avons une situation où nous avons d'un côté des intelligences artificielles qui progressent à grande vitesse et qui sont capables de pénétrer ces problèmes et de les rendre beaucoup plus accessibles aux hommes. Et de l'autre, nous avons des millions et des millions de jeunes gamers qui sont créatifs, compétitifs, compétents, courageux et motivés. Donc, que faire avec tout ça ? Bien, il faut leur donner des problèmes. Alors, quels problèmes ? J'ai choisi quelques exemples. Je pense au problème, par exemple, des feux de forêt.
Qu'y a-t-il de plus systémique qu'un feu de forêt? C'est un jeu vidéo parfait, en fait. Créons une simulation parfaite, réaliste, d'un feu de forêt, et offrons à une communauté de millions de joueurs toutes les stratégies que l'on connaît déjà pour la combattre. Et regardons ce qui se passe. Regardons les stratégies qui émergent de par l'utilisation de cette simulation par les joueurs. De même, on pourrait faire la même chose avec les problèmes de circulation dans les grandes villes, par exemple. La circulation qui est à l'origine de très nombreux problèmes de pollution sonore, visuelle ou nerveuse, c'est un problème sur lequel nous avons énormément de données, qui est un problème très complexe. Peut-être existe-t-il des configurations que nous n'avons jamais essayées et que nous pourrions confier à des joueurs dans un cadre de simulation pour tester des choses folles ou totalement innovantes. Et un troisième exemple plus concret, puisque c'est quelque chose qui existe déjà, voici une capture d'écran d'un jeu qui s'appelle Foldit, à la base réservé aux étudiants en biologie et en recherche, mais que n'importe qui peut se procurer et télécharger. Le but du jeu est de plier des protéines, et l'accomplissement de ça, c'est que ça aide les chercheurs dans la conception de nouveaux médicaments. Et donc au final, si je devais conclure par une autre analogie, j'utiliserais celle du bac à sable. Le bac à sable, c'est un environnement ouvert, un environnement amusant, jusqu'à un certain âge. C'est un terme utilisé dans plein de domaines, en informatique et aussi dans le jeu vidéo. C'est l'idée d'un jeu qui serait ouvert, qui serait mis à la disposition de n'importe qui voudrait l'essayer, et duquel nous tirerions une énorme base de données de stratégie avec un but qui est la recherche de la stratégie optimale pour résoudre le problème donné. Et une fois que nous avons cette immense base de données stratégique générée par l'homme, il nous faut faire intervenir la machine pour analyser cette base de données stratégique et chercher à dépasser l'efficacité de l'homme pour qu'ensuite elle puisse nous tirer vers le haut. Et je pense qu'on peut faire ça avec n'importe quel problème qui ressemble à un système. Pour finir, je dirais que si nous arrivons à prouver que l'on peut résoudre un problème, un seul, de cette manière, et quand je parle de résoudre, je parle de le résoudre de manière strictement mathématique, comme je l'ai démontré auparavant, alors nous sommes quelque part dans une situation où nous avons prévu toutes les issues possibles du futur. Et ça, quelque part, c'est ça l'anticipation ultime. Merci.